un tout petit peu de l'interculturel. Je suis venu à l'interculturel en partie grâce à mes enfants, d'accord, mais aussi grâce à IGS, en grande partie. À un moment donné, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans une soixantaine de pays différents, et mon rôle était de concevoir et d'établir les écoles de commerce dans ces différents pays en fonction de leur culture. Donc il fallait chaque fois s'adapter à la culture nationale pour créer une école de commerce. Ceci pour IGS, aussi pour l'ONU en Inde, pour l'Union européenne, en Chine, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et je vous propose donc ce soir de parler de nos deux pays, comme vous voyez, sous un jour interculturel. Donc dans un premier temps, nous allons regarder les bases de l'interculturel. Si vous trouvez que c'est trop simple, c'est barbant, vous levez la main et je passe à autre chose. Langue, architecture, nourriture, vêtements, etc. Et puis ici, on a la conception du temps, l'individu, la nature de l'homme, l'importance du travail, etc. Donc assez clairement, les choses à gauche sont ce qu'on perçoit visuellement ou auditivement en abordant tel ou tel pays, tandis qu'à droite, c'est ce qui est sous-jacent, ce que nous ne voyons pas forcément en arrivant. N'est-ce pas? Exemple, les rôles masculins et féminins, ça varie énormément d'un pays à l'autre. Donc, j'ai vécu en France pendant 23 ans, en France et en Hongrie, j'ai été à Budapest, mais en 23 ans en Europe, avant de repartir à Chicago. Donc, en arrivant à Chicago, le premier jour, il y avait ma secrétaire qui était assise derrière son bureau. Donc, pour la saluer, j'ai fait le tour de son bureau et je me suis penché en avant et puis je m'étais dit, non, ça ne va pas, c'est pas le bon pays. Qu'est-ce que je risquais, à votre avis? Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Bon, donc regardons quelques personnes qui ont défini ce domaine, l'interculturel. Commençons par M. Hall, donc un de mes concitoyens aux années 50, Edward T. Hall. Il a eu le génie de voyager un peu partout et de remarquer les différences de comportement dans les différents pays. Et donc il en a conclu que finalement la culture, c'était la façon de communiquer. Un exemple qui vient de M. Hall, quand il était en Allemagne, dans le pays voisin, c'était que s'il passait dans un couloir, dans un bâtiment où il y a des bureaux, si la porte du bureau était ouverte, et il a dit que ça arrivait très rarement, qu'habitude c'était fermé, mais si la porte était ouverte, s'il passait devant la porte en s'arrêtant, il injuriait la personne qui était dans le bureau parce qu'il était dans son espace personnel. L'espace personnel de l'allemand moyen va au-delà même de son bureau, ce qui est quand même considérable. Ce n'est pas le cas en France. Deuxièmement, bien plus tard, Gert Hofstede, un néerlandais, qui a eu une idée, mais remarquable. Il a dit, Hall et les autres qui travaillaient dans ce domaine ont travaillé sur les bases subjectives. Ils ont ressenti ceci ou cela dans les différents pays, ils ont écrit des livres là-dessus, mais il n'y a aucune base statistique. C'est pas sérieux. C'est pas vraiment une science. Comment est-ce qu'on peut faire de l'interculturel une véritable science? Et donc il a contacté IBM, une grande multinationale encore de nos jours, mais aux années 60, c'était une des plus grandes, une des toutes premières. Et il a convaincu les ressources humaines chez IBM à envoyer des questionnaires qu'il a conçus aux cadres ou aux employés, simples employés, qui occupaient les mêmes postes partout au monde, les mêmes postes. Pourquoi les mêmes postes, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les mêmes critères d'analyse, surtout socio-économiques. Si on touche le même poste chez IBM, on touche aussi la même couche socio-économique de par le monde. OK. Il en a envoyé, pas 2 ou 3, il en a envoyé 116 000. 116 000. Il a récolté les résultats et il a recommencé 10 ans plus tard. Encore 116 000 questionnaires et sur les mêmes thèmes. Pourquoi une deuxième fois? Il avait déjà les résultats. Pourquoi recommencer? S'il y a eu un changement, est-ce que la culture est stable à travers le temps? Qu'est-ce qu'il a trouvé, Hofstede, comme une dimension culturelle
grâce à ces 116 000 questionnaires, il a trouvé d'abord qu'il y avait une différence masculin et féminin, mais non pas hommes et femmes, les sociétés qui avaient des caractéristiques, des valeurs masculines ou féminines. Un exemple, qu'est-ce qu'une valeur masculine à travers l'histoire et à travers le monde? Le pouvoir, la violence, peut-être la force physique, certainement, l'argent, bon, des valeurs masculines. Et les valeurs féminines, s'occuper des autres, s'occuper des plus faibles, s'occuper des enfants, comme on connaît, n'est-ce pas? Et ceci peut s'appliquer également aux sociétés. Bon, d'accord, vous vous débrouillez, bon. Donc, premier paramètre. Deuxième paramètre, l'individualisme et le collectivisme, ça veut dire exactement ce que vous pensez. Est-ce que c'est l'individu qui est vraiment le moteur, le centre de la société, ou est-ce que c'est le groupe, la famille, la tribu? Qu'est-ce que j'en sais? Troisièmement, prise de risque. Est-ce qu'un individu, une famille, une société ou le pays veut bien courir les risques ou non? Et là aussi, il a trouvé des différences énormes. Et puis, je cherche le terme en français, comment est-ce qu'il est traduit ça en français? La distribution du pouvoir. Donc, pour les deux premiers, je crois que c'est clair. Pour le troisième, si vous deviez citer un pays qui veut bien prendre les risques, vous penseriez à quel pays? Par exemple, les États-Unis, oui. Parfois des risques un peu irréfléchis, bon. Surtout sous M. Bush. Bon, d'accord, donc les États-Unis. La France, est-ce que la France est un pays qui prend des risques? Non, absolument pas. Donc là aussi, nous sommes aux antipodes. Chez nous, on préfère prendre des risques. Même quand il n'y en a pas besoin, on prend des risques. Bon, nous sommes comme ça, on ne va pas changer. Et puis pour le pouvoir, ce qu'il voulait dire, c'était là, c'est la différence entre ceux qui sont au sommet de la famille, de la société, d'un pays, et ceux qui sont en bas. Et là aussi, on sent qu'il y a quand même une différence, mais comment la quantifier? Un exemple, il y a quelques années, il y a longtemps, j'étais... pardon? C'est la hiérarchie, c'est ça? En France, c'est la notion... Nous sommes aux années 60, n'est-ce pas? Et puis aux années 70. Et donc, Oesterlé n'a pas pu aborder ni la Chine ni la Russie. Puisque IBM ne travaille ni en Chine ni en Russie. Ils étaient à Hong Kong, mais pas en Chine. Et des années après, aux années 80, il est parti en Chine et il a défini un nouveau critère, c'était le long terme. C'est-à-dire, quand on fait des projets, on regarde combien de temps en avant, vers l'avenir. Et là aussi, si nous prenons des pays qui sont aux extrêmes, aux États-Unis, pour la société X, Y ou Z, aux États-Unis, qui fait ses projections financières, ils vont penser combien de temps à l'avant. Pour les projections financières, d'habitude, qu'est-ce qui importe? Tout de suite, c'est-à-dire le résultat à court terme, 3 mois. 3 mois. On appelle ça a quarter, 3 mois. Bon, si nous prenons les sociétés japonaises, Mitsubishi, que tout le monde connaît, avant la Deuxième Guerre, avaient un plan sur les 250 ans à suivre. 250 ans. Bon, ils n'avaient pas prévu la Deuxième Guerre. Bon, donc ça a un peu fait foirer les résultats. Mais les sociétés japonaises prévoient pour leurs employés, pour leurs enfants et très souvent pour leurs petits-enfants. Donc c'est quand même très différent des États-Unis où c'est Trompenaars, Fons Trompenaars, encore un néerlandais, qui est arrivé aux années 80, 90 et qui publie toujours, Oesterlé aussi d'ailleurs. Pour lui, l'interculturel était la façon de résoudre les problèmes et il a rajouté quelques autres critères, 3 ou 4, mais en gardant toujours les critères d'Oesterlé.